Au Kenya, les autorités durcissent le ton après le massacre de Garissa. Elles ont décidé de geler les comptes bancaires des personnes soupçonnées de liens avec des activités terroristes. En RDC, 4 membres du mouvement de la lutte pour le changement ont été arrêtés à Goma. L'arrestation a eu lieu alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants. C'est le Gabon qui a été désigné pour accueillir la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce a été faite ce mercredi au Caire lors de la 37e Assemblée générale de la CAF. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Au Kenya, les autorités durcissent le ton au lendemain du massacre qui a coûté la vie à près de 150 personnes à l'université de Garissa. Ces autorités ont décidé de geler les comptes bancaires de toutes les personnes ou entités soupçonnées de liens avec des activités terroristes. Les détails à travers ce reportage. 85 personnes et entités soupçonnées de liens avec les islamistes somaliens Shebab ont vu leurs comptes bancaires gelés ce mercredi au Kenya. On dénombre parmi elles plusieurs campagnes de transfert d'argent vers la Somalie. Figure aussi sur cette liste Mohamed Mohamoud, le cerveau présumé de l'attentat de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril dernier. En gelant leurs comptes bancaires, les autorités kenyanes espèrent couper le flux des capitaux servant à financer le terrorisme en Somalie à partir du Kenya. Une mesure dite préventive qui porte cependant un coup dur à l'économie somalienne, déjà fragilisée depuis quelques mois par la décision de certains pays comme les États-Unis de suspendre les transferts d'argent vers Mogadiscio. La liste des 85 personnes et entités dont les comptes viennent d'être gelés a été publiée au journal officiel du Kenya. Elles ont 24 heures pour présenter leur défense. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a déclaré dans la capitale du Nord Darfour ce mercredi aux habitants de la région qu'ils n'avaient pas besoin des Nations Unies ou de l'Union africaine pour résoudre leurs problèmes. Le président sortant en disgrâce avec la communauté internationale affiche davantage sa distance à moins d'une semaine de l'élection présidentielle dans son pays. Une présidentielle qui l'oppose à 14 autres candidats. Des analystes le donnent grand favori. Reportage. Candidat à sa propre succession à la présidentielle du 13 avril, Omar el-Béchir, 71 ans, a lancé sa campagne et celle-ci se déroule sur des chapeaux de roue. Ce mercredi, en pleine campagne dans la capitale de la région du Darfour, Omar el-Béchir va provoquer encore une fois la communauté internationale. Face à une foule euphorique, le président va prendre l'engagement de développer le Darfour, mais dans un contexte d'isolement international. Nous sommes ceux qui apprennent au monde. Vous êtes ceux qui apprennent la paix et la réconciliation et personne ne vous dira comment faire, si Dieu le veut. Omar el-Béchir a pris le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État soutenu par les islamistes et depuis s'y accroche. Il est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour, région de l'ouest du pays en proie aux violences depuis plus d'une décennie. Il était récemment en visite aux Émirats arabes unis où il devait assurer à ses interlocuteurs que le Soudan n'est plus isolé des autres pays arabes. Selon la Commission électorale nationale, 13 600 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour une population estimée à 35 millions d'habitants. On ignore combien se rendront effectivement aux urnes alors que les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter les élections comme ils l'avaient déjà fait en 2010. En République démocratique du Congo, 4 membres du mouvement de la lutte pour le changement ont été arrêtés à Goma. L'arrestation a eu lieu alors qu'ils manifestaient en faveur de la libération d'autres militants détenus à Kinshasa. Une situation qui indigne les acteurs de la Lucha qui dénoncent les injustices auxquelles les populations congolaises sont sujettes dans le pays. Le mouvement de la lutte pour le changement a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux l'arrestation de 4 de ses membres pendant que ceux-ci participaient à l'action coup de filet. L'opération en question vise à œuvrer pour la libération des activistes détenus à Kinshasa et le respect des libertés publiques. Si la police justifie leur arrestation en affirmant qu'ils troublaient l'ordre public, les membres de la Lucha, quant à eux, dénoncent une arrestation injuste. Notre quotidien en RDC, c'est révoltant.
s'il faudra voir la manière dont vous dormez, une situation insécuritaire, et non seulement notre manière de dormir, l'alimentation en RDC, c'est pas rassurant, l'éducation chez nous, c'est pas rassurant. Et les grandes choses contre lesquelles nous nous battons, c'est d'abord l'injustice sociale et la dignité humaine qui est chez nous étouffée étant donné la situation sécuritaire que nous traversons et beaucoup d'autres choses qui se passent en République démocratique du Congo. Précisons que l'opération Coup de filet initiée par la Lucha le 1er avril dernier convie la population congolaise à siffler ou à faire du bruit tous les soirs pendant 5 minutes pour obtenir la libération de Fred Boma et de ses compagnons. Rappelons que Fred Boma fait partie des militants détenus à Kinshasa depuis le 15 mars dernier. Il avait été appréhendé avec 3 activistes sénégalais et un burkinabé. Ces derniers avaient finalement été expulsés par les autorités après avoir été accusés de préparer des actes de violence. L'Afrique du Sud, sévèrement critiquée dans les années 2000 pour avoir tardé à réagir face au virus du sida, est pionnière dans la diffusion pilote d'un nouvel antibiotique contre la tuberculose multirésistante. Il s'agit de la bêta-quiline dont l'Afrique du Sud s'apprête à étendre la diffusion test. Les détails. Sous sa forme multirésistante, la tuberculose est un problème de santé publique majeur en Afrique du Sud. Il y a environ 12 000 cas par an et beaucoup contractent la maladie après avoir abandonné prématurément le traitement conventionnel par manque d'argent ou pour n'avoir pas respecté les dosages prescrits. D'autres tombent tout simplement malades au contact d'une personne déjà contaminée par le germe dans sa forme multirésistante. Pour ces patients, aucun des 2 traitements conventionnels les plus puissants n'agit et la bédaquiline offre ainsi une alternative prometteuse. Depuis 2013, quelques 217 Sud-Africains sur 500 patients tests dans le monde ont été mis sous traitement à la bédaquiline par le laboratoire américain Janssen et près de 3000 devraient suivre cette année. When I grew up and people used to tell us about TB, it was... Quand j'étais jeune et que les gens nous parlaient de la tuberculose, les parents nous disaient que les gens porteurs de la tuberculose étaient très dangereux et allaient mourir. Je me suis dit, eh bien, c'est la fin, je vais mourir. Et après avoir été conseillé, je me suis rendu compte que l'on pouvait guérir de la tuberculose. After being counseled, I found that TB can be cured. Alors que rien n'avait été inventé depuis 40 ans contre la tuberculose, ce médicament a reçu l'autorisation de l'Organisation mondiale de la santé. Précisons que tous les tests cliniques ne sont pas encore terminés et le nouveau médicament coûte par ailleurs très cher, ce qui explique sa diffusion encore restreinte. L'Afrique du Sud, à l'instar de la Russie, a cependant l'intention de passer sans attendre à la vitesse supérieure. Rappelons que de façon générale, la tuberculose est endémique en Afrique du Sud, le pays du monde où l'on a le plus de chances de l'attraper. Toutefois, comme les autres antituberculeux, la bédaquiline a des effets secondaires loin d'être anodins. Elle peut entraîner des complications cardiaques ou des problèmes de foie. Les députés au Burkina Faso ont adopté mardi un nouveau code électoral controversé interdisant aux partisans du président déchu Blaise Compaoré de participer au scrutin d'octobre prochain. Ceci vient remettre en cause la demande de la communauté internationale qui exigeait des scrutins inclusifs. Ce vote a suscité enthousiasme, mais aussi déception. Voici quelques avis au terme de l'adoption du code. 5 mois après la chute du président Compaoré, les chances de ses proches de reprendre le pouvoir légalement s'amenuisent. 7 cadres de l'ancien régime, dont 3 ministres, ont été interpellés pour des malversations présumées. Comme si cela ne suffisait pas, l'adoption du projet de loi modifiant le code électoral s'est faite dans l'euphorie générale, quelques heures après ces arrestations. Des cris de joie ont ponctué le résultat du vote à main levée. Il n'en fallait pas mieux pour ceux qui ne veulent plus sentir les caciques de l'époque Blaise. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Nous sommes très heureux, nous sommes très satisfaits parce que nous pensons que c'est la concrétisation, le début de la concrétisation de notre slogan révolutionnaire qui consiste à dire que plus rien ne sera comme avant.
Le projet de loi, dans sa dernière monture, rend inéligibles les personnes ayant soutenu un changement portant atteinte au principe de l'alternance démocratique. En l'état, le texte ne fait pas l'unanimité. À l'opposé des heureux, certains dénoncent l'exclusion politique dans la gestion de la cité. Nous voulons adopter une loi qui contient des dispositions d'exclusion d'une catégorie de citoyens par rapport aux compétitions électorales. Des élections présidentielles et législatives se tiendront le 11 octobre au Burkina Faso. Elles mettront un terme, une fois leurs résultats proclamés, à une année de transition démocratique après 27 années de règne de Blaise Compaoré. Le test pour sa légalité doit être validé par le Conseil constitutionnel, puis promulgué par le président Michel Kafando. Du sport, avant de refermer cette édition, c'est désormais connu, le Gabon a été désigné pour accueillir la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce a été faite ce mercredi au Caire, en Égypte, lors de la 37e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Le Gabon, il faut le préciser, était en compétition avec deux autres pays candidats, l'Algérie et le Ghana. Les images. J'ai l'honneur de vous livrer les résultats de ce vote. Le Gabon. Le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a emporté face aux deux autres pays candidats, l'Algérie et le Ghana, pour organiser la 31e édition de la plus grande et prestigieuse compétition sportive du continent. Le Gabon, on se souvient, avait déjà co-organisé la CAN en 2012 avec la Guinée équatoriale. La CAF a donc préféré la candidature gabonaise à celle du Ghana qui a déjà accueilli 4 fois le tournoi et à celle de l'Algérie étiquetée par les problèmes de sécurité dans leur stade suite à la mort du footballeur camerounais Albert Ebossé en août dernier. Cette édition devait initialement se disputer en Libye avant que le pays, en proie à une guerre civile, ne se désiste. Les éliminatoires de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations devraient débuter en juin prochain. À l'issue d'un tirage au sort, les 52 pays en lice ont été répartis dans 13 groupes de 4 équipes. Le Gabon, pays organisateur, prendra part à ces éliminatoires dans le groupe de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Mais les résultats des Gabonais ne seront pas pris en compte. Il n'y aura donc qu'une seule équipe qui décrochera sa qualification dans la poule du pays hôte. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.